de notre conseil d'agglomération. Donc, en vous saluant toutes et tous, en saluant donc le public, la presse présente, et puis en excusant Madame la trésorière principale, Madame Fernandez, vous le savez, qui va cesser ses fonctions au 31 décembre prochain, qui est en mission actuellement, donc elle n'a pas pu être présente. Mais, on aura l'occasion de la saluer, mais la fin de l'année étant proche, vous savez qu'avec la fermeture de ce qu'on appelait la perception, enfin, la trésorerie de Mobiaux, bien, elle cesse ses fonctions. Alors, je ne sais pas si on sait où elle part, vous savez. Non, elle ne part pas Saint-Mathieu, elle ne part pas, surtout dans les nommés. Voilà. Bien, avant d'ouvrir, je vais revenir sur les événements qui ont rythmé la vie de l'entreprise. Et puis aussi, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à notre nouvelle conseillère communautaire, Nathalie Montahu, élue de Mudaison, qui va... Alors, elle est assise. Elle n'est pas installée? Elle arrive? Voilà. Voilà, qui succède à Madame Annie Prudhomme, qui a démissionné de son mandat municipal et donc automatiquement de son mandat communautaire, tout comme Michel Roux, notre collègue Michel Roux, qui a démissionné, mais qui n'est pas remplacé puisque l'ensemble de sa liste a démissionné. Et il y a les élus qui étaient fléchés de la liste de Michel Roux à Mudaison, et ayant démissionné, il n'y a pas de successeur à Michel Roux. Donc, les événements, le mercredi 3 novembre, nous avons avec Yvonne Bourrel et des directeurs de notre administration visité l'entreprise Exaprint à Mobiaux, une imprimerie particulièrement performante qui est installée dans la zone de Fréjorguest à Mobiaux et que doit visiter le secrétaire général de la préfecture, je crois, la semaine prochaine. Le lendemain, j'ai été accueilli au showroom de Sofradam, dans la zone de Fréjorguest, là aussi, à Mobiaux, pas très loin de Exaprint. Superbe showroom que je vous invite à voir, du mobilier de bureau qui vient de s'installer sur notre zone d'activité. Le 24 novembre avait lieu le Salon du Littoral à la Grande Motte pour la deuxième année consécutive qui s'est déroulée sur notre territoire. Un salon organisé par Midi Libre et la région Occitanie. Le vendredi 26 novembre a été organisée une journée de formation ici même pour les élus à notre siège. Le vendredi 29 novembre avait lieu à la région une réunion sur le contrat de plan FEDER 2022-2027. Mardi 30 novembre, notre vice-président Alain Hugues représentait notre agglomération à l'inauguration du stand de la Chambre d'agriculture dans le cadre du CITEVI qui s'est déroulé à quelques centaines de mètres d'ici, au parc exposition de Montpellier, un superbe salon, on le sait, des techniques viticoles. Le jeudi 2 décembre, c'était l'anniversaire des 20 ans de HeroEst Initiative au Palais des Congrès de la Grande Motte. Nous étions avec le vice-président chargé de l'économie, Yvon Bourrel, donc un anniversaire qui en fait était les 21 ans, puisque l'an dernier n'avait pas pu organiser cette cérémonie où ont été remis un certain nombre de prix, dont certains sur Mobiaux et sur la Grande Motte, et même Lansargues, parce qu'il y avait la boulangerie, le pain de Lansargues. Hein. Le lundi 6 décembre, Alain Hugues nous représentait à l'hôtel du département pour la conférence agricole et la signature de la charte stratégique 2030. Et puis, vendredi dernier, nous avons ici célébré la manade Mas du Ternin, la manade Andréo, les frères Andréo, Roger et Bernard, vous le savez, qui ont obtenu le Biou d'or. C'est une consécration pour une manade, et surtout quand on est une petite manade comme celle du Ternin, ce Biou d'or qui était concurrencé par des taureaux de manade beaucoup plus importantes, donc avec Alain Hugues, le vice-président en charge notamment des traditions, nous avons réservé cet accueil qui était mérité au vu de cette manade qui est partie de rien, avec des frères
qui n'étaient pas du tout issus du milieu de la bouvine et qui aujourd'hui ont réussi à apporter cette récompense sur un de leurs taureaux, le taureau Muron, qui est donc but d'or de l'année. Et puis ce matin, nous étions un certain nombre présents à l'écoparc de Saint-Onès, autour de notre collègue maire, vice-président, pour l'inauguration de la première station bio GNC avec GRDF, avec la société Célène, avec qui nous avons porté ce projet d'équipement de nos véhicules en GNV, le président de la Chambre de commerce, le député, la conseillère régionale représentant Carole Delga, Mme Bourguet, notre conseillère départementale, Patricia Molin-Trafort. Voilà pour ces informations que je voulais vous livrer avant l'ouverture de notre dernière séance de l'année. Puis, comme chaque année, j'ai tenu à ce que, avant que nous nous séparions pour ces fêtes de Noël, qui je l'espère se dérouleront dans de meilleures conditions que celles de l'année 2020, même si on a des contraintes, pour l'instant les restaurants sont encore ouverts. C'est pas gagné, comme le dit Yvon Morel, mais nous sommes pragmatiques et nous avisons au jour le jour. Donc on vous a remis, et je remercie le cabinet et le service communication d'avoir confectionné ces beaux coffrets avec des produits issus pour certains du pays de l'Or pour agrémenter ces fêtes de Noël et de fin d'année. Et justement, vous le savez, c'est la mort dans l'âme que nous avons pris la décision d'annuler les repas que nous avions programmés pour nos aînés sur les communes de notre territoire. C'est vrai que parmi nos aînés, il y a beaucoup de déceptions, d'incompréhension, parce que certaines manifestations se font. Ils sont pour la plupart vaccinés, ils ont du mal à comprendre qu'on ait pu annuler. D'autres étaient gravis qu'on ait annulé ces manifestations. Mais voilà, dans la situation sanitaire actuelle, avec un taux d'incidence qui est très important sur le pays de l'Or, on est le territoire où le taux est le plus élevé aujourd'hui, même si le préfet le signalait hier, le préfet était ici présent, puisque j'accueillais le conseil de surveillance de l'aéroport qui s'est déroulé ici même. Il indiquait que l'évolution était arrivée, on espérait, à un pic dans le département, puisqu'il y avait certes une progression, mais qui s'était beaucoup ralentie par rapport à la semaine dernière. Donc, nous verrons, il viendra ce qu'il adviendra. Voilà, donc je vous propose de nommer comme secrétaire de séance notre vice-président Anthony Melin. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc je propose à Anthony Melin de procéder à l'appel. Bien, merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc Melin Anthony présent, Navarro Laurence en procuration Anthony Melin, Rossignol Stéphane, présent, Genin Vigneault Joël, Bonnefou Brice, absent peut-être en retard, on va mettre absent, Berger Isabelle, Gay Bernard, Marguerite Sonia, absente, Frappa Jean-Paul, ah je l'ai pas, pardon, présent, Frappa Jean-Paul, Caudal Sophie, Huot Jean-Paul, Carlier Michel, Bouisseret Monique, Valette Didier, Bourrel Yvon, Campagne Sophie, Denat France, Favier Caroline, parfait, Tricoire Laurent, Gély Laurence, Pradeil Laurent, Moulin Trafort Patricia, Capelletti Laurent, Levaux Marie, un pouvoir à Laurence Gély, Sauté André, pouvoir à Sophie Campagne, Aiglem Sophie, Balsamo Dominique, pouvoir à Yvon Bourrel, Bourguet Daniel, Pelletier Marianne, pouvoir à Bertrand Coin Bertrand, Parmentier Gilles, Guy Clément Philippe, Montahu Nathalie, Jean-Jean Christian, Bonafous Anne, Gomez Jean-Louis, Martel Canac Sylvie. Quelle entrée. Vraiment, c'est bien rythmé, hein, Réverbel Guy, Arnal Sandrine, Hugues Alain, Thomas Florence, Pandos Georges, pouvoir à Florence Thomas, Pécou Martine, pouvoir à Alain Hugues, Bouscarin Jean-Louis, Dubois Lambert Sandrine.
Bien, merci Monsieur le Vice-président. Le quorum est donc atteint. On peut donc délibérer. Vous avez reçu les décisions que j'ai été amené à prendre ou que le bureau a pris ces dernières semaines depuis notre dernier conseil d'agglomération. Je n'ai pas reçu de questions orales. Y a-t-il des questions écrites? Monsieur Parmentier. Merci Monsieur le Président. Une première remarque, merci pour le cadeau de Noël. Mais ça ne changera pas non plus mon attitude et mon travail constructif d'élu d'opposition. Je tenais à que ça se sache. Pardon. Voilà. Et deuxième point plus sérieux, on a une semaine très chargée au niveau des assemblées, entre les conseils municipaux, les conseils d'agglomération, et même pour ceux qui travaillent dans des collectivités. On se retrouve avec 3 grosses assemblées en une semaine, et cela pose un problème tout simplement de temps pour travailler et pour que les élus, et notamment les élus d'opposition, je pense que M. Bourguet sera d'accord avec moi, pour vraiment bien travailler les conseils d'agglomération, les conseils municipaux. Donc ma demande, ça serait que pour les prochaines années, on décale d'une semaine, soit les conseils municipaux, soit les conseils d'agglomération, pour qu'on ne se retrouve pas avec une semaine pleine et où le temps est malheureusement incompressible. C'est noté, mais vous savez, les calendriers des mairies et des intercommunalités comme la nôtre sont liés souvent à des chiffrages, à un travail des services. Et on essaie d'adapter les calendriers parce qu'on a 8 conseils municipaux, donc c'est difficile de faire en sorte d'avoir des dates qui tiennent compte de l'ensemble des conseils municipaux des 8 communes de notre agglomération. Mais j'entends bien, j'ai moi-même le conseil municipal demain à la Grande-Motte, comme il y a eu à Maubieu, comme il y a d'autres communes, mais le mois de décembre est très chargé. Il y a une session plénière à la région demain. Donc voilà, tout le monde est dans les mêmes créneaux, le département aussi, je crois, Madame Trafort a eu aussi. Donc voilà, tout le monde est un peu contraint par le mois de décembre. Je crois que l'administration aussi, on a des contraintes sur l'administration, et difficile d'adapter, mais on essaiera de faire en sorte de tenir compte, c'est vrai, de ce calendrier très chargé au mois de décembre. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose donc de prendre acte de ces décisions. Vous avez reçu également le procès-verbal de la séance du 28 octobre dernier. Il n'y a pas eu d'observation écrite. Y a-t-il des observations orales? Si on n'a pas, je mets au vote le procès-verbal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bien, l'ordre du jour de ce soir comporte 32 questions. Nous commençons par les mobilités, la commission mobilité, avec un premier rapport sur la modification des statuts du syndicat mixte. Rapporteur, Monsieur le vice-président Jean-Louis Gomez. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 1er juillet 2021, la région est devenue autorité organisatrice des mobilités locales sur le territoire des communautés de communes qui n'ont pas pris la compétence mobilité, à l'exclusion de celle de l'Hérault du fait du transfert des compétences au syndicat mixte en 2017. En application d'un dispositif régional de juillet 2019, en soutien notamment économique à la mise en œuvre des transports à la demande, la région délègue aujourd'hui la compétence aux communautés de communes qui la sollicitent. Cette possibilité n'est cependant pas ouverte dans l'Hérault, la région ne détenant plus la compétence sur le département. Il convient donc de modifier les statuts du syndicat afin d'exclure le transport à la demande des services de transport non urbains de voyageurs transférés par la région au syndicat et permettre ainsi à la collectivité régionale de déléguer sa compétence transport à la demande à des communautés de communes dans l'Hérault. Le Conseil d'agglo est invité à approuver la modification de l'article 6 des statuts du syndicat mixte afin d'exclure le transport à la demande des services de transport non urbains de voyageurs transférés par la région au syndicat et d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci.
Bien, je vous remercie. Donc, si vous voulez bien, le vote est ouvert pour l'adoption de cette modification des statuts. Le vote est clos. C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Commission déchets valorisation, premier rapport sur la mutualisation de la collecte des encombrants avec les communes. Rapporteur, notre vice-président Michel Carlier. Merci Monsieur le Président. Toutes les communes membres de l'agglomération ont mis en place un service de résorption de ces dépôts sauvages encombrants. Dès 2019, l'agglomération a mis en œuvre une convention de mutualisation afin que chaque commune puisse organiser le service tel qu'il lui semble nécessaire. Cet accord prend fin au 31 décembre 2021. Dans l'attente de la mise en œuvre de ce dispositif par l'agglomération et afin de garantir la continuité de services offerts aux usagers, il convient de reconduire la convention de mutualisation de collecte des encombrants selon les termes prévus en 2019. Pour rappel, les sommes versées au titre de la compensation financière sont indiquées dans le tableau joint. Le conseil d'agglomération est invité à approuver les termes de la convention ainsi présentée, autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, si vous voulez bien, compte tenu de cette délibération, je vous invite à l'approuver. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Je salue l'arrivée de notre conseiller départemental qui arrive juste in time. Rapport suivant, c'est la surveillance vidéo et le fonds de concours au profit de la commune de Palavas-les-Flots. Rapporteur, Fabrice Bonnefou. En temps et en heure. Bonsoir à tous. Monsieur le Président, merci. Il s'agit donc de la commune de Palavas-les-Flots s'est dotée il y a plusieurs années d'un réseau de caméras de vidéosurveillance et de moyens matériels et personnels efficaces permettant de concourir un dispositif de lutte contre divers délits et incivilités. Après analyse, il apparaît opportun que la mise en œuvre d'une vidéosurveillance sur le site du centre de valorisation puisse intégrer le dispositif déployé par la commune. L'agglomération propose donc d'attribuer un fonds de concours d'un montant de 22 100 € hors taxe afin d'intégrer le site du centre de valorisation. Le conseil d'agglomération est en conséquence invité à valider le versement d'un fonds de concours d'un montant de 22 100 € hors taxe au profit de la commune de Palavas-les-Flots et d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, M. Bonnefou. Donc, je vous invite à adopter ce fonds de concours au profit de Palavas. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, c'est les tarifs applicables pour la redevance spéciale dans le cadre des déchetteries. Rapporteur, Madame Anne Bonnefous. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Le Pays de l'Or applique une redevance spéciale pour les déchets non ménagers issus d'entreprises ou d'administrations. Le tarif de prise en charge des déchets pris pour application de la redevance spéciale doit être ajusté en fonction des coûts réels de collecte et de traitement des déchets collectés. En décembre 2020, le Conseil d'agglomération a adopté les tarifs présentés ci-après et applicables à compter du 1er janvier 2021, à savoir le coût de fonctionnement du service lié à la collecte, 136 € net, le coût de traitement incinération eau créale, 70 € net. Par ailleurs, le recensement des usagers non ménagers, de leur consommation du service public et de leurs besoins a récemment débuté. Le Conseil d'agglomération est invité à approuver le maintien des tarifs et modalités en vigueur pour la prise en charge des déchets non ménagers dans le cadre de l'application de la redevance spéciale et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, Mme Bonnefous. Donc, je propose d'adopter ces tarifs pour cette redevance spéciale, donc, qui en fait c'est le maintien des tarifs qui étaient appliqués jusqu'à présent. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc une unanimité, toujours dans le cadre des déchetteries, les tarifs applicables pour le dépôt de déchets non ménagers en déchetterie et centres de valorisation. Le rapporteur, Laurent Tricoire. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et tous.
L'agglomération assure l'accueil des professionnels sur ses déchetteries et centres de valorisation. Le service est soumis à tarification pour les apports de végétaux, de gravats, d'encombrants incinérables et de bois. Annuellement, les tarifs sont déterminés à partir des coûts réels du service. En décembre 2020, l'Assemblée a adopté les tarifs présentés au tableau 6 juin. Pour 2022, il est proposé de maintenir les tarifs et modalités en vigueur pour les dépôts d'usagers non ménagers en déchetterie et centres de valorisation. Il est également proposé des mesures incitatives pour orienter les flux vers les installations automatiques et limiter le traitement d'apport de bennes souillées. Donc on vous propose d'approuver le maintien des tarifs et modalités en vigueur pour les dépôts d'usagers non ménagers en déchetterie et centres de valorisation, et d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci Monsieur Tricoire. Donc je propose là aussi d'approuver ce maintien des tarifs. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est le vote unanime. Je vous en remercie. Nous passons à la commission attractivité économique avec un premier rapport sur l'avance de trésorerie 2021 pour le pli Est-Héraultais. Pour cela, je vais demander à mesdames Bouisserin, Martel Canac et Genin Vigneault de bien vouloir se déporter sortant de l'amphithéâtre puisqu'elles sont membres de cette structure. Nous tenons compte des recommandations qui nous ont été formulées par la haute autorité de la République. Ne partez pas très loin. Hein. Voilà, le rapporteur, Madame Isabelle Berger. Merci, Monsieur le Président. L'agglomération soutient financièrement plusieurs associations portant des actions en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle, dont le pli Est-Héraultais, par le versement d'une subvention annuelle de 67 600 € contribuant au fonctionnement de la structure. Le pli fait face aujourd'hui à des difficultés importantes de trésorerie du fait du retard des versements de fonds européens. Soucieux de la pérennisation du pli, les EPCI partenaires ont pris la tâche du département, également financeur de la structure et gestionnaire de la subvention globale FSE, et proposent, au regard de l'urgence financière, de faire une avance de trésorerie d'un montant de 150 000 € afin de résoudre les difficultés du pli à court terme. Cette avance fait l'objet d'une convention financière tripartite entre l'agglomération du Pays de l'Or, la communauté de communes du Pays de Lunel et le pli Est-Héraultais. Le conseil d'agglomération est invité à attribuer une avance remboursable de trésorerie au pli Est-Héraultais d'un montant de 150 000 € selon les conditions et modalités définies dans la convention financière et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention financière correspondante ainsi que toute pièce à intervenir dans cette affaire. Voilà, en effet, il était nécessaire d'apporter cette aide. Sans cela, le pli se trouve en difficulté pour honorer les salaires de ses personnels. Donc voilà, c'est cette proposition qui nous est faite. Je propose donc de l'adopter. Le vote est ainsi ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime, les trois votants. Donc on peut appeler ces dames qui sont à l'extérieur. Bien, le rapport suivant concerne l'écoparc de Saint-Onès avec une convention préopérationnelle avec l'établissement public foncier, l'EPF, et la commune de Saint-Onès. Rapporteur, M. Laurent Capelletti. Merci, Monsieur le Président. Le secteur de la pointe de Mulaison constitue le dernier secteur classé en zone d'urbanisation future au PLU de la commune de Moguio-Carmel. La SPL L'Or Aménagement accompagne l'agglomération dans la réalisation d'une étude de programmation urbaine et économique du secteur. Pour poursuivre le projet, l'agglomération de la commune de Moguio-Carmel souhaite travailler avec l'établissement public foncier d'Occitanie, EPF. À travers une convention d'une durée de 5 ans, l'EPF s'engage notamment à participer au financement des études visant à la définition du projet et à réaliser le portage foncier. Pour mener à bien cette démarche, les parties ont convenu dans un premier temps de la mise en place d'une convention dite préopérationnelle pour réaliser, si besoin, les études foncières nécessaires, analyser et, le cas échéant, répondre aux premières opportunités foncières se présentant et de mener les études nécessaires en vue de préciser les intentions du projet. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de convention préopérationnelle portant sur la pointe de Mulaison entre la communauté d'agglomération
la commune de Moguio-Carnon et l'EPF Occitanie. D'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer les de convention et tout document se rapportant à cette affaire. Oui, simplement, il y a pour me d'erreur, c'est pas la pointe de Mudaison, c'est la zone de l'écoparc. Hein. Il y a eu un copier-coller, donc excusez nos services, mais il s'agit bien de la zone de l'écoparc et pas, donc vous remplacez le secteur de la pointe de Mudaison par le secteur de l'écoparc de Saint-Onès. Hein. Vous voyez, même M. Laurent Capelletti n'a pas pu préparer le conseil d'agglomération et du coup, il ne se rend pas compte que ce n'est pas le bon dossier. Je te remercie de ton soutien, M. Parmentier. M. Parmentier, il a simplement repris les éléments que les services ont communiqués et puis effectivement, c'est une erreur dans la traduction de la délibération qui, elle, était bonne, mais c'est le résumé qui comporte cette erreur. Voilà, hormis cette erreur d'appellation de point de Mudaison avec l'écoparc, propose donc d'adopter cette convention qui permettra de faire avancer cette zone importante dans notre territoire. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime, je vous en remercie. On est toujours sur l'extension de l'écoparc de Saint-Onès avec le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, à la DUP, pour la constitution de réserves foncières en vue de l'extension de l'écoparc de Saint-Onès. Et le rapporteur, notre vice-président, Yvon Morel. Ça m'a fait chuter mal si je me trompais. Merci, Monsieur le Président. Pour que Monsieur le maire de Saint-Onès confirme que je parle bien de sa commune, je situe l'emprise à côté de la rue de la Marjolaine. C'est bien ça, cher Alain? Merci. Vous pouvez rester. Une extension de l'écoparc Saint-Onès d'une emprise de 9 hectares est désormais envisagée à l'ouest de la zone d'activité existante. Elle est inscrite dans le SCOT, je vous le dis. La valorisation de ce site doit s'inscrire dans une vision prospective et durable, et dans cette optique, la maîtrise foncière du secteur est bien sûr un élément essentiel pour garantir la faisabilité de cette future opération d'aménagement qui s'inscrit dans un contexte de forte pression foncière. Nous vous proposons d'engager une procédure d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour la constitution de réserves foncières. Le lancement de cette procédure n'obère en rien la possibilité de mener des négociations et acquisitions amiables, simplement une garantie de l'outil administratif dont nous disposons. Ainsi, le conseil d'administration est-il invité à, d'une part, approuver le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour la constitution de réserves foncières en vue de l'extension de l'écoparc de Saint-Onès. Deuxièmement, d'autoriser M. le Président à solliciter M. le Préfet pour l'ouverture de l'enquête publique en ce sens. Et dernièrement, autoriser le Président, le vice-président délégué, à signer tout document se rapportant à cette affaire, en sachant que l'écoparc de Saint-Onès a une petite portion d'aménagement qui était inscrite déjà dans une écriture ancienne avec le pioche-valate, mais que là nous parlons d'une extension prévue au nouveau SCOT approuvé 2032, dans le cadre des faibles possibilités dont nous disposons d'extension des zones. On a le PIOM 2 sur Fréjol Est, et cette opportunité de 9 hectares sur Mudaison, sur Saint-Onès, avec bien sûr la pointe qui a désorienté les uns et les autres. Je parlais bien sûr de la pointe de Mudaison. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-président. C'est quoi l'intervention? Oui, pardon, Monsieur Parmentier, Monsieur Coine. Oui, merci. Bonsoir à tous. Oui, moi je suis assez embarrassé sur ce dossier. On en a parlé un peu en commission des affaires économiques. En fait, c'est vrai qu'il s'agit de développer l'économie de nos territoires et étendre donc des acquisitions de terrain pour développer donc l'économie de l'écoparc, qui est déjà bien structurée. Le problème, c'est qu'on a des injonctions de l'État qui nous dit qu'il ne faut pas artificialiser les sols. Et puis en même temps, on va lui demander au préfet de déclarer l'utilité publique d'acquisition, voire l'expropriation de terrains à vocation agricole. Hein, c'est zoné agricole sur le PLU de Saint-Onès. Et pourtant,
l'activité agricole est quand même une activité économique majeure, non seulement sur le Pays de l'Or, mais dans toute l'Occitanie. C'est le plus grand employeur de l'Occitanie. Donc, je suis très très embarrassé. Nous sommes très embarrassés et je pense que nous allons nous abstenir en fait sur cette décision. Le temps de la réflexion, hein, je crois que là il y a des conflits d'intérêts entre l'économie agricole, l'artificialisation des sols et puis le besoin d'extension de l'écoparc, vu l'attractivité de cet excellent parc d'activité. Ce que nous avions évoqué, M. Cohen, en commission, c'est... Alors, vous y relevez une contradiction. J'y vois là une pondération et la simple application, suite à un document qui s'appelle le SCOT, approuvé par l'État, après un travail de concertation avec la communauté d'agglomération, la profession agricole, qui dit que le rythme de croisière d'annexion de terres agricoles est un rythme qui doit baisser et qui a baissé, puisque dans le SCOT de 2000, qui s'éteint en 2032, la préemption, les phénomènes d'extension sont singulièrement réduits et que nous ne sommes pas dans une manière de désobéir à ce qui est convenu avec la profession agricole. C'est vrai que, idéalement, nous devons faire ce que nous avons commencé sur la requalification de Fréjorgue Est et Ouest, qui n'est pas sans poser des problèmes, puisque l'interventionnisme est perçu comme néfaste par les chefs d'entreprise. Idéalement, il faudrait qu'on travaille à périmètre constant. Ce périmètre s'étend un petit peu, mais il ne s'étendra guère plus, en tout cas jusqu'en 2032, qui est un mandat qui dépasse largement celui de la mandature. Nous sommes d'accord sur le principe que les terres agricoles doivent essentiellement rester agricoles, comme nous ne pouvons pas ne pas être d'accord sur le fait que, autant que faire se peut, quand on a des entreprises génératrices d'emplois, je précise qu'il y a quand même 5000 demandeurs d'emploi au Pays de l'Or, j'estime que c'est cet équilibre-là que nous devons surveiller et auquel nous devons travailler. Voilà. Mais j'entends votre observation, qui est recevable, bien sûr. Merci. Bien. M. Cohen, voilà, vous avez eu la réponse de notre vice-président. Je propose donc de passer au vote. Le vote est ouvert. Il y a un non-votant encore. Voilà, le vote est clos. Donc c'est 42 voix adoptées, ont adopté cette délibération. Le rapport suivant, ça concerne la ZAC des ports de l'aéroport avec un avenant qui est le 6e au protocole d'accord avec la société Advitam. Rapporteur, Madame Sophie Eglem. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de la ZAC des portes de l'aéroport, l'agglomération a approuvé la signature d'un protocole d'accord avec un groupement représenté par la société Advitam en vue de définir les modalités de cession des terrains par l'agglomération ainsi que la mission et les obligations du promoteur. Il a été modifié par 5 avenants successifs. Au regard du contexte sanitaire économique actuel, il apparaît aujourd'hui que la commercialisation des lots n'a pas avancé au rythme initialement escompté. C'est pourquoi le promoteur a sollicité un nouveau report de commercialisation pour les lots 4, 6, 7 et 8. Il est donc nécessaire de conclure un avenant numéro 6 au protocole afin d'inscrire le principe de la prise en charge par le promoteur des frais financiers supplémentaires supportés par l'agglomération pour toute demande d'allongement acceptée par elle du délai de cession d'un ou plusieurs lots à bâtir de la ZAC tel qu'initialement prévu au compromis de vente. Le conseil d'agglomération est invité à approuver la signature de l'avenant numéro 6 au protocole d'accord entre l'agglomération et Advitam sur la ZAC des portes de l'aéroport, dont un exemplaire rejoint l'annexe, autoriser le président ou le vice-président délégué à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Eglem. Je pense sous le contrôle de notre vice-président Yvon Bourrel. La commercialisation avance. Malgré tout, il y a des contacts pris. Sur le lot 3 notamment, va s'installer en tout début d'année la société Auxilio et la société Gemco. La crèche va ouvrir au mois de janvier. Les restaurants sont en train aussi de s'installer. En attendant, il y aura un food truck. Le lot 4, il y a également avec des échanges avec une société. Et sur le lot 6,
un groupe important, dont on est obligé de taire le nom pour l'instant, hein, est très intéressé par ce LO6 et on pense que ça devrait se concrétiser en tout début d'année. Effectivement, la proposition de ces avenants est la vie habituelle des traités de conseil, enfin des aménagements de zone. Il y a plus de 10 ans, lors de l'aménagement de la zone du Bosc, on avait Cyrus Pégase qui était le promoteur en quelque sorte, était à la place d'Ad Vitam, et on avait signé ce qu'on appelle une promesse unilatérale de vente, une PUV, qui chaque fois mettait à la charge de l'aménageur les frais induits par le retard, ce qui nous avait amené même à un moment donné à commercialiser en rehaussant le prix au mètre carré des parcelles. Voilà. Donc, par rapport à la conjoncture, je vais dire normal, non, c'est compréhensible. Voilà. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est simplement que l'aménageur aura à sa charge ce retard et le portera à hauteur de 30 000 €. Voilà. Donc c'est effectivement la société qui porte la charge de ces frais supplémentaires. Donc je propose d'approuver cet avenant. Le vote est donc ouvert. Le vote est clos. Merci pour ce vote unanime. Nous passons à la commission eau, espaces naturels avec un premier rapport concernant la tarification 2022 de l'aire de remplissage-rinçage sécurisé de l'ONSAR. Le rapporteur, notre vice-président Michel Carlier. La tarification de l'usage de l'aire collectif de remplissage et rinçage sécurisé est composée de 3 parts. Une part fixe annuelle déterminée en fonction de la surface de l'exploitation. Une part proportionnelle pour la consommation d'eau de remplissage au mètre cube d'eau consommé pour le remplissage. Une part proportionnelle pour le traitement des effluents au mètre cube d'eau consommé pour le rinçage. Vous retrouverez le détail de cette tarification sur le rapport que vous avez très certainement lu. Donc le conseil d'agglomération est invité à approuver la tarification 2022 ainsi présentée pour l'usage de l'aire de remplissage-rinçage sécurisé de l'Ansarde. Merci, Monsieur le Vice-président. Oui, Monsieur Bourguet. Oui, c'est une question. J'aurais voulu savoir un petit peu le rendu de cette aire de lavage, savoir s'il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'en servent, comment c'est perçu. Il y a une quinzaine d'agriculteurs qui utilisent donc cette aire de remplissage et rinçage. Donc c'est vrai que c'est satisfaisant, mais il manque encore quelques agriculteurs pour vraiment pas rentabiliser, mais compléter. Ils n'ont pas pris le chemin et qui traitent individuellement. On pousse effectivement, maintenant que cette aire a été mise en service, parce qu'ils s'en servent. Bien, je propose donc d'approuver cette tarification. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Merci, vote unanime. Nous passons à la tarification de la surtaxe 2022 de l'eau et assainissement. Le rapporteur, notre vice-président, Christian Jean-Jean. Merci, Monsieur le Président. Comme chaque année, l'intercommunalité est amenée à voter le montant de la surtaxe communautaire qui s'applique sur la tarification de l'eau et de l'assainissement pour l'exercice suivant. Cette tarification est établie en fonction des programmes pluriannuels d'investissement et des projections budgétaires sur l'exercice considéré. Les tarifs communautaires 2022 pour l'eau et l'assainissement prennent en compte les travaux d'extension et de renouvellement de réseaux et des opérations structurantes telles que l'usine de Voguer. Vous constaterez que la proposition de tarification se traduit par un prix de l'eau globalement identique sur toutes les communes du territoire à 4,40 € TTC pour une consommation de 120 m3. Le conseil d'agglomération est donc invité à adopter la tarification de la surface PCI sur l'eau et l'assainissement pour l'année 2022 ainsi présentée. Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose d'approuver cette tarification. Le vote est donc ouvert. Le vote est clos. Donc, unanimité, une abstention. Je vous remercie.
Nous passons à la tarification 2022 de l'assainissement non collectif. Le rapporteur, M. Guy Reverbel. Bon, on votera le vote, il avait un nom. Ah, c'est toi. Non, c'est toi donc, oui. Pardon, c'est rapporteur, M. Christian Jean-Jean, notre vice-président, pardon. Merci, M. le Président. Pour l'année 2022, la tarification du service public d'assainissement non collectif ne prévoit pas d'évolution. Vous retrouverez la grille tarifaire détaillée au présent rapport, et donc le Conseil d'agglomération est invité à adopter pour l'année 2022 la grille tarifaire ainsi présentée. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Donc, je propose d'adopter cette tarification. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vote unanime. Merci bien. Dernier rapport de cette commission, c'est le choix de la stratégie de définition des systèmes actuels d'endiguement. Le rapporteur est notre vice-président, Anthony Melin. L'agglomération porte depuis le 1er janvier 2018 la compétence défense contre les inondations et contre la mer. À ce titre, elle doit déclarer, conformément au cadre réglementaire, les systèmes d'endiguement sur lesquels elle engage sa responsabilité de gestionnaire, permettant d'assurer la protection des personnes et des biens sur une zone considérée et avec un niveau de protection garanti contre les inondations. Il ressort que 6 systèmes d'endiguement peuvent être retenus. Ces systèmes pourront par la suite être complétés. Le Conseil d'agglomération est invité à valider la définition des projets actuels du système d'endiguement de l'agglomération, engager les procédures d'autorisation relatives à chacun de ces systèmes d'endiguement, prendre acte des études en cours pour établir les propositions de systèmes d'endiguement supplémentaires et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes les pièces à intervenir dans cette affaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose d'approuver ces choix. Le vote est donc ouvert. Il reste un non-votant qui a oublié de voter. Voilà. Merci. Le vote unanime. Nous passons maintenant au rapport suivant. Et c'est tout frais puisque c'est cet après-midi en présence de vice-président que, avec le secrétaire général de la préfecture Thierry Laurent, j'ai signé le contrat de relance et de transition écologique, le CRTE. Le gouvernement a souhaité que chaque territoire élabore un projet de relance et de transition écologique à court et moyen long terme sur des domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État. Est ainsi proposé aux EPCI une nouvelle méthode de contractualisation avec la mise en place de contrats de relance et de transition écologique, les CRTE. Ces nouveaux contrats engagent leurs signataires sur la durée du mandat et sont susceptibles de bénéficier des financements de l'État autour de la relance et de la transition écologique. Le CRTE du Pays de l'Or est construit autour des objectifs de développement économique, de transition écologique et de cohésion sociale. Il sera animé par un comité de pilotage, un comité de partenaires associés à la démarche. Le 12 avril 2021, l'agglomération a signé ici même sa convention d'initialisation avec le préfet de l'Hérault, devenant ainsi la première collectivité du département officiellement engagée dans la démarche d'élaboration de son CRTE. Depuis cette date, l'agglomération a amorcé le processus d'élaboration du dit contrat. Il est établi pour la période 2021-2026 et il repose sur 4 éléments principaux. La gouvernance partagée, un diagnostic du territoire, des orientations stratégiques et enfin un plan d'action autour des projets communautaires et des projets communaux. En matière de gouvernance, le CRTE sera animé au sein d'un comité de pilotage composé des signataires du contrat, à savoir la préfecture de l'Hérault, l'agglomération et les communes du Pays de l'Or. La région et le conseil départemental de l'Hérault, non signataires, sont également associés malgré tout, et un comité de partenaires sera également constitué auquel pourront être invités les acteurs du territoire suivants, le Conseil de développement du Pays de l'Or, le CODEV, les chambres consulaires, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, l'Agence de l'eau, l'ADEME, le Conservatoire du littoral, la DRAF, les syndicats mixtes des EPCI voisines, leur aménagement, etc., en fonction des nécessités. Le Conseil de développement du Pays de l'Or sera régulièrement consulté sur ce contrat. Le diagnostic, les orientations stratégiques du CRTE
ont été construits sur la base des objectifs du projet de territoire, notre projet de territoire Pays de l'Or 2030, qui avait été élaboré en 2016 et qui a été révisé depuis. Le plan d'action de notre CRTE comprend 130 fiches actions, dont 57 fiches qui sont proposées par les communes membres. Il nous permet ainsi d'avoir une vision globale, consolidée du développement du territoire. Je vous propose donc d'approuver ce contrat de relance et de transition écologique du Pays de l'Or et de m'autoriser, ou bien mon représentant, à signer le présent contrat, qui sera donc validé au moment où nous délibérerons. Monsieur Parmentier. Oui, merci Monsieur le Président. Première remarque, je suis étonné que vous ayez déjà signé le contrat alors que l'Assemblée ne l'a pas validé. C'est un peu élégant. Il est signé pour des raisons de calendrier, mais il ne sera approuvé que au moment où, bien entendu, on a l'impression d'être une chambre d'enregistrement. Nous aurons délibéré, bien entendu. Si l'Assemblée ne délibérait pas, il n'aurait pas de valeur, bien entendu. Très bien. Et je profite de ce rapport pour, à mon avis, quand même aborder la question de la stratégie énergétique que l'on doit avoir, notamment en fonction de la transition énergétique. Moi, je rappelle mon opposition ferme, notamment au développement du photovoltaïque. C'est une énergie qui est très polluante à produire. Alors certes, elle est fait verte chez nous, notamment avec des beaux slogans et des belles affiches, mais dans les pays producteurs, c'est une source de pollution majeure et de misère pour les gens qui vivent là où les matériaux sont notamment extraits. De plus, c'est une énergie qui rapporte de l'argent à celui qui pose le panneau, mais qui coûte extrêmement cher aux contribuables français, parce que c'est une source de production ultra subventionnée, et qui alourdit la facture d'électricité pour l'ensemble de nos concitoyens et notamment les plus modestes. Je rappelle que nous payons une taxe sur notre facture d'électricité pour la contribution sociale au prix de l'électricité et que notamment cette taxe est en partie détournée pour financer les énergies renouvelables. Et je trouve ça un peu scandaleux. Donc l'orientation que je suivrai pour cette nécessaire, c'est quand même agir pour la transition énergétique. Ça serait d'avant tout agir sur les économies d'énergie, parce que les économies d'énergie, c'est ce qui au final coûte le moins cher et qui est le meilleur pour l'environnement. Je vous remercie. Mais justement, les économies d'énergie, j'en parlais au début de mon propos, en introduction, c'était ce que nous avons fait notamment ce matin à Saint-Onès avec l'inauguration de la première station GNV, en équipant nos véhicules justement de ce process, puisque nous avons fait l'acquisition de camions-bennes qui vont fonctionner au GNV, demain de cars de transport de passagers équipés au GNV. Nous avons un parc de véhicules électriques, donc vous voyez que là-dessus, nous sommes particulièrement en avance par rapport à d'autres collectivités, plusieurs millions qui ont déjà été mobilisés pour renouveler notre parc auto, qui est beaucoup moins polluant, et notamment aujourd'hui les camions-bennes qui vont ramasser, qui vont faire la collecte des déchets ménagers, mais aussi les camions pour les ramasser dans les déchetteries, qui font la relève dans les déchetteries. Donc c'est des investissements importants, bien sûr, il reste toujours à faire. Et je crois que dans ce domaine, l'agglomération montre le chemin, montre l'exemple. Monsieur Coine. Au risque effectivement de décevoir mon collègue, là je vais prendre le contre-pied par rapport aux panneaux photovoltaïques, parce que moi au contraire je pense que c'est vraiment une des solutions, bien entendu ce n'est pas la seule, pour passer à la transition énergétique. Et j'irai même plus loin, parce que ici sur notre territoire, c'est très difficile de mettre des panneaux photovoltaïques. Hein, à titre d'exemple, même si ce n'est pas ici immédiatement, c'est à Lattre, il y avait un projet d'équipement de l'ancienne décharge de Lattre en panneaux photovoltaïques, et l'État s'est opposé à ce dossier au nom de la loi littorale. C'est quoi la loi littorale? La loi littorale, c'est de dire qu'on interdit l'urbanisation en dehors des noyaux, hein, des noyaux déjà urbanisés. Or, je ne vois pas en quoi l'installation de panneaux photovoltaïques sur une friche qui décharge a priori serait de nature à considérer que c'est une urbanisation. Donc là, les services de l'État, ils sont
ils sont bien, hein, mais dans le cadre de cette convention, je pense que vous pourriez, non pas exiger, bien entendu, on ne peut rien exiger de l'État, mais au moins les inviter au nom de cette convention à être un peu plus, disons, un peu plus ouverts sur ce vrai enjeu. D'autant qu'on a les possibilités sur le territoire quand même d'équiper en panneaux photovoltaïques. Hein, et en plus, on peut avoir des projets dits agrovoltaïques, où là, justement, ça passe très bien au nom de la loi littorale. Donc, au contraire, je viens contrebalancer. Merci. Sujet. Je sais quoi vous faire pour Noël un livre sur le sujet. Il me pardonnera, il me pardonnera. Bon, vous pardonnez, monsieur Parmentier? Non, parce que quand on voit les ravages que font notamment la production des terres rares pour les panneaux photovoltaïques, et quand on voit les images que sortent de plus en plus régulièrement les documentaires sur le sujet, voilà, moi en tant qu'humain, ça me touche. Bien. Si vous voulez bien, donc je propose d'approuver ce contrat, ce CRTE. Le vote est donc ouvert. Voilà, il est adopté à l'unanimité, moins une abstention, donc je vous en remercie. Notre territoire est donc doté dorénavant de ce contrat, et puis bien entendu on vous communiquera l'avancée chaque fois des échanges que nous aurons avec les services de l'État et avec nos différents partenaires. Nous passons à la commission Territoire et Habitat avec un rapport sur la convention de mise à disposition du service pour l'instruction des autorisations d'urbanisme et l'appui technico-juridique. Rapporteur, monsieur le vice-président Philippe Piclément. Merci, monsieur le président. Le Code de l'urbanisme offre la possibilité pour les communes compétentes de confier par convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols à un service extérieur. C'est le choix qui a été fait par les communes du Pays de l'Or depuis 2002. La présente convention a pour objet la définition des modalités de l'assistance technique qu'apporte le service urbanisme appliqué de l'agglomération à la commune, pour l'instruction des autorisations notamment, leur dématérialisation et une aide à la mise en œuvre de projets d'urbanisme. Le conseil d'agglomération est invité à approuver les termes de la dite convention et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tout document se rapportant à cette affaire. Si vous me permettez, monsieur le président, je tiens à rassurer mesdames et messieurs les acteurs de la commission du territoire. Une réunion sera tenue début janvier. Cette réunion permettra de travailler tout ce qui est contrôle de conformité, obligatoire et non obligatoire, de les expliciter et de les détailler. Merci. Merci de ce complément, monsieur le vice-président. On propose d'adopter cette convention. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Je vous remercie pour ce vote unanime. Passons au rapport suivant. C'est dans le cadre des relations avec les bailleurs, la signature d'une convention d'utilité sociale, un CUS, avec 3F Occitanie. Rapporteur, madame Sylvie Martel-Canac. Merci, monsieur le président. Les conventions d'utilité sociale sont établies pour une période de 6 ans renouvelable entre un organisme HLM, l'État et le PCI et ont pour objectif de définir pour chaque bailleur social, premièrement, la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, deuxièmement, la politique sociale de l'organisme et troisièmement, la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires. Le bailleur social 3F Occitanie implanté à Moguio a proposé à l'agglomération la signature de sa CUS. Avec cette convention, l'agglomération signera donc sa 8e convention sur 10 bailleurs présents sur le territoire. Le conseil d'agglomération est donc invité à autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention d'utilité sociale du bailleur social 3F Occitanie. Merci madame Martel-Canac. Je vous propose d'approuver cette convention. Le vote est donc ouvert. Le vote est clos. Vote unanime. Merci. Le rapport suivant concerne les garanties d'emprunt pour l'opération Terrazza, avec le lot 1 tranche 4 de la ZAC des Châtaigniers à Saint-Onès. C'est le rapporteur, madame Florence Thomas. Merci, monsieur le président. Dans le cadre de sa compétence en matière de politique sur l'habitat, l'agglomération a adopté en 2016
son règlement d'intervention en faveur du logement locatif social qui prévoit la possibilité de garantir les emprunts contractés par les bailleurs sociaux jusqu'à hauteur de 75% selon certaines conditions. La société FDI Habitat sollicite l'agglomération du Pays de l'Or l'obtention de garanties d'emprunt destinée à financer l'opération résidence Terraza située sur le lot numéro 1 de la tranche 4 de la salle de Châtaignier sur la commune de Saint-Onès, programme constitué de 46 logements sociaux. La garantie d'emprunt accordée ouvre un droit de réservation de 6 logements au profit de l'agglomération. La livraison de cette opération est prévue pour début octobre 2022. Le conseil d'agglomération est invité à accorder sa garantie à hauteur de 75%, représentant un montant de 3 275 274,25 € pour le remboursement du prêt d'un montant de 4 353 699 €, souscrit par FDI Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations dont le contrat est joint en annexe de la présente délibération. S'engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celle-ci et autoriser le président ou le vice-président à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette décision, notamment les conventions de garantie d'emprunt et de réservation. Merci Mme Thomas. Voilà, comme nous le faisons régulièrement, c'est garanti à des sociétés pour lesquelles il n'y a aucun risque particulier. FDI Habitat, on connaît bien ces sociétés. Je propose donc d'approuver cette garantie d'emprunt. Le vote est ouvert. Le vote est presque clos. Il reste un non-votant. Quelqu'un a oublié de voter. Voilà. Vote unanime, moins une abstention. Nous continuons sur notre garantie d'emprunt. C'est pour l'opération pure à la Grande Motte. Et le rapporteur, Mme Sophie Caudal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de sa compétence en matière de politique de l'habitat, l'agglomération a adopté en 2016 son règlement d'intervention en faveur du logement locatif social qui prévoit la possibilité de garantir les emprunts contractés par les bailleurs sociaux jusqu'à hauteur de 75% selon certaines conditions. La société FDI Habitat sollicite l'agglomération du Pays de l'Or l'obtention de garanties d'emprunt destinées à financer l'opération résidence pure de la commune de la Grande Motte. Ce programme est constitué de 13 logements sociaux. La garantie d'emprunt accordée ouvre un droit de réservation de 2 logements au profit de l'agglomération. La livraison de cette opération est prévue pour début septembre 2022. Le conseil d'agglomération est invité à accorder sa garantie à hauteur de 75%, représentant un montant de 990 076,50 € pour le remboursement du prêt 125 096 d'un montant de 1 320 102 €, souscrit par FDI Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le contrat est joint en annexe de la présente délibération. S'engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Merci Mme Caudal. Donc, je propose d'approuver cette garantie d'emprunt. Là aussi, le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanimité, moins une abstention. Le rapport suivant, c'est un versement d'aide financière dans le cadre de l'opération portée par la société SFHE sur la forme de Moguio, le lot 5A, qui se situe bien entendu sur la commune de Moguio. Le rapporteur, M. France Denat. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, dans le suite de ce qui vient d'être fait, dans le cadre de son règlement d'intervention en faveur du logement locatif social sur le territoire, l'agglomération accorde des aides financières à certaines opérations. À ce titre, la société SFHE du groupe Arcade sollicite le financement de son opération sur le lot numéro 5A de la ZAC Fonds de Moguio. Il s'agit d'une opération de construction de 35 logements sociaux réalisés en maîtrise d'ouvrage directe par la société SFHE, un bâtiment collectif en R+4 avec 2 commerces en rez-de-chaussée et de stationnement en rez-de-chaussée ou en aérien. Cette opération, qui répond aux critères d'attribution du règlement intercommunal,
amènerait un financement qui pourrait être attribué pour 13 logements PLAI réalisés avec une qualité environnementale par une subvention de 135 000 €. L'octroi de cette subvention donne lieu à un droit réservataire de 4 logements et donc la livraison de cette opération est prévue pour le 3e trimestre 2023. Aussi, le conseil d'agglomération est invité à approuver le versement d'une aide financière à la société SFHE pour un montant de 135 000 €, d'autoriser le président ou le vice-président à signer la convention si annexée précisant les modalités de versement de l'aide, autoriser le président ou le vice-président à signer la convention annexée précisant les modalités de réservation des logements aidés, autoriser enfin le président ou le vice-président à signer tout autre document qui pourrait être nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, M. Denat. Voilà, je propose donc d'approuver cette... Oui, M. Parmentier. Oui, merci, M. le Président, pour expliquer ma position de vote sur ces dossiers. Moi, je suis pour la création de logements sociaux. Je trouve que c'est très important et qu'on manque aujourd'hui de logements abordables sur nos territoires. Néanmoins, tant que la loi au niveau national ne réservera pas la priorité des logements sociaux aux Français, moi je préfère m'abstenir quand cela ne concerne pas une commune où je suis élu, mais voter contre là où je suis conseiller municipal, c'est-à-dire à Moyaux-Carnon, parce que malheureusement la solidarité aujourd'hui nationale n'est pas réservée à ses propres concitoyens et je trouve ça un peu scandaleux. Merci. Bien, votre choix. Je vous propose donc malgré tout d'approuver cette délibération. Le vote est donc ouvert. Le vote est clos, donc une unanimité, moins un vote contre. Voilà, nous passons à la commission ressources avec un premier rapport sur des produits irrécouvrables. Un rapporteur, notre vice-président, M. Jean-Luc Bouscarin. La trésorière de Moguio signale qu'elle n'a plus procédé au recouvrement des sommes inscrites dans les tableaux annexés. Ah, le micro, Olivier. Oui. C'est bon, la sono, oui. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, fonctionnement exercice 2021, produits recouvrables. Madame la trésorière de Moguio signale qu'elle n'a plus procédé au recouvrement des sommes inscrites dans les tableaux annexés et demande en conséquence l'admission en non-valeur de ces produits. Irrécouvrables, ces produits irrécouvrables s'élèvent à 41 017,80. Le conseil d'agglomération est invité à admettre en non-valeur les produits irrécouvrables listés au tableau qui sont joints. Il y a une modification qui a été apportée également dans ce rapport, hein, en accord avec le Trésor public. Oui, c'est ça. Ça concerne le budget annexe des déchets, donc il y a des créances irrécouvrables identifiées par le Trésor public qui n'en étaient pas tout à fait, puisqu'il y avait un problème de dénomination de société. Donc du coup, on les a enlevés de la liste des créances irrécouvrables et on a refait les facturations aux entreprises concernées. Ouais. Alors, Bien, le vote est donc ouvert. Il reste non-votant. Quelqu'un a oublié de voter. Voilà. Vote unanime. Je vous remercie. Nous passons à une décision modificative. C'est la première de l'année 2021. Rapporteur, Madame Sonia Marguerite. Merci, Monsieur le Président. Les crédits ouverts sur les comptes du budget principal et des budgets annexes nécessitent des ajustements qu'il convient d'intégrer dans la présente décision modificative. Sur le budget principal, l'ajustement des charges de fonctionnement, le financement des travaux des piscines par une augmentation de la subvention d'équilibre. Sur le budget des déchets, un ajustement de frais de personnel, réorganisation interne et installation des corbeilles de plage. Sur le budget des piscines, augmentation de la subvention d'équilibre pour financer les travaux sur les équipements. Sur le budget de l'eau, un ajustement pour la réintégration par opération d'ordre de la valeur nette comptable d'un terrain cédé partiellement. Enfin,
Marguerite, donc propose d'approuver cette DM, cette décision modificative. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Adopté l'unanimité, moins une abstention. Nous passons au budget annexe des piscines avec un rapport présenté par Mme Caroline Favier. Merci Monsieur le Président. En décembre 2020, l'agglomération a autorisé le versement d'une contribution d'équilibre au budget annexe des piscines au titre de l'exercice 2021 et dans la limite d'un montant maximum de 3,5 millions. Au vu des nouveaux besoins inscrits en investissement et des travaux réalisés sur les équipements, il convient de modifier ce plafond en le majorant de 1,9 million, soit un total de 5,4 millions. Le Conseil communautaire pourrait autoriser le versement d'une contribution d'équilibre dans la limite des montants inscrits au budget 2021, soit 5,4 millions. Donc le Conseil d'agglomération est invité à autoriser le versement d'une contribution d'équilibre 2021 au budget annexe piscine dans la limite d'un montant de 5,4 millions. Merci Madame Favier. Donc, oui, Monsieur Parmentier. Merci Monsieur Parmentier. Qu'est-ce qui explique un tel besoin de financement? Parce qu'il était prévu 3,5 millions et là on arrive à 5,4 millions. C'est une grosse différence. Je vais reprendre les explications que j'ai apportées à la commission des finances et lors du débat d'orientation budgétaire. Donc là, sur le budget annexe des piscines, en gros, le déficit d'exploitation, le fonctionnement normal, c'est entre 3,3, 3,5, ça dépend des années, ça a été un peu plus élevé en 2020 parce que les piscines étaient fermées. Et voilà, on a moins de recettes sur les années 2020 et 2021. Par contre, on a engagé depuis 4 ans maintenant un programme de réhabilitation des équipements qui a concerné la piscine de la Grande Motte, la piscine de Calavas, la piscine de Montpellier. L'essentiel, puisque l'Ansargues, c'est une piscine récente. Donc, et ces financements étaient prévus d'être, ces travaux étaient prévus d'être financés par emprunt. Donc, ce qui a été arbitré, ce qui a été proposé à la commission et qui est repris ce soir dans le Conseil, c'est de, dans la mesure où le fonds de roulement sur le budget principal est important et on sait qu'il va s'épuiser dans le temps, de ne pas emprunter sur le budget annexe des piscines et d'autofinancer ces investissements. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas payer de frais financiers sur les emprunts qui seront faits, sachant que les emprunts qu'ils ont faits sur le budget annexe des piscines, quoi qu'il arrive, ils sont financés par une contribution d'équilibre du budget principal. Donc, là, on a un petit gain financier à ne pas emprunter, plutôt que d'emprunter pour afficher un déficit à 3,5 millions, on va faire afficher un déficit à 5,4 millions et gagner financièrement dans la durée. Voilà. Monsieur Bourguet. Oui, j'ai une question. C'est vrai que chaque année, on le dit, les piscines coûtent vraiment très très cher. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'utilisateurs? Je ne parle pas du nombre d'entrées, mais du nombre d'utilisateurs à l'échelle du Pays de l'Or. On a une panoplie d'utilisateurs qui est différente. L'essentiel, et les piscines du Pays d'Or, c'est pour ça qu'elles coûtent cher aussi, c'est que ce sont des piscines ouvertes pour l'apprentissage de la natation aux écoles primaires du territoire. Apprentissage qui est gratuit, puisqu'on ne facture pas ni aux écoles, ni aux communes, ni aux familles, concernant l'apprentissage de la natation. Donc c'est l'essentiel des créneaux. Ensuite, ce sont les associations, puisqu'une partie des créneaux sont réservés aux associations du territoire avec des tarifs qui pendant longtemps étaient à 0 et qui ont été passés à 1 euro il y a maintenant 5 ou 6 ans. Et ensuite, on a deux autres types d'usages, ce sont tous les cours qui sont assurés en régie par les agents de l'agglomération et qui eux sont facturés. Là aussi, sur les créneaux disponibles, ou pendant les heures de natation, ou pendant les heures d'ouverture au grand public, et en fait dans les créneaux, ce sont les horaires d'ouverture au grand public. Alors, les horaires d'ouverture au grand public, qui sont aussi variables selon les lieux et selon les moments. On va dire pour simplifier que le principal usage de l'ouverture au public, c'est sur le Grand Bleu, sur la Grande Motte pendant la saison d'été. Ensuite, la fréquentation des piscines par le grand public en saison estivale, en période de vacances, est plus réduite. Voilà, on est sur un territoire qui est globalement très bien équipé en équipement aquatique.
Et c'est pour ça qu'on a arbitré aussi au niveau de la commission, compte tenu des fréquentations qu'on peut constater en été, de réduire la période d'ouverture sur la piscine de Lansargues sur le mois d'août. Voilà, on a 4 usages des piscines et en amplitude d'occupation de ce temps d'ouverture, le principal usage, ce sont les scolaires qui ont un usage gratuit. Donc voilà, ce qui explique en partie le fonctionnement et les coûts, en tout cas les coûts nets de ces équipements. Alors après, pour vous répondre précisément, oui, on a des statistiques, on le présente chaque année à la commission quand on fait le bilan. Voilà, c'est vrai qu'on a des équipements particulièrement performants. On a la chance d'avoir sur notre territoire 4 piscines, mais on le sait, malheureusement, les piscines ont toujours des déficits structurels importants. C'est pour ça qu'on essaie de s'adapter. Et en plus, on vient de passer 2 années particulièrement difficiles là aussi, avec des fermetures imposées par la situation sanitaire. Voilà. Bien, je propose d'adopter ce budget annexe des piscines, si vous le voulez bien. Le vote est ouvert. Merci pour ce vote, unanime moins une abstention. Nous passons maintenant à la part importante de ce conseil d'agglomération qui est la présentation du budget primitif 2022 et son adoption, si vous le voulez bien. Alors mes chers collègues, après avoir débattu en octobre des orientations budgétaires, nous allons ce soir pouvoir approuver le budget primitif pour l'année 2022. Ce budget global s'élève à 114 millions d'euros et dans quelques instants, après mon propos, notre vice-présidente Sophie Campagne vous le détaillera. Ce budget 2022 reste conforme à nos orientations budgétaires. Il est globalement stable dans la mise en œuvre de nos actions. Cela malgré la crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans et l'impact qu'elle a sur nos recettes et sur nos charges. Comme nous avons pu l'évoquer en octobre, nous avons financé les impacts de la crise sur notre fonds de roulement, c'est-à-dire sur nos excédents passés qui étaient affectés au financement de nos investissements d'aujourd'hui et de demain. Ces investissements, nous ne les réduisons pas malgré tout, puisque notre PPI présenté en octobre se retrouve dans ce budget 2022 et que nous continuerons à chercher des financements extérieurs comme nous le faisons habituellement. Et à ce titre, l'actualisation de nos actions, que vous avez pu découvrir à travers les projets inscrits au CRTE, sera, je l'espère, un levier complémentaire pour trouver des partenariats financiers, notamment avec l'État, avec la région et avec le département. Nous devons maîtriser et garantir notre capacité financière à agir, et cela passe nécessairement par le maintien de notre capacité d'épargne sur le moyen terme. Cette épargne, elle se maintiendra si nous maîtrisons nos charges et si nous optimisons nos ressources. Car c'est grâce à notre épargne que nous sécurisons notre capacité de financement pour l'avenir. Ce budget 2022 est également bâti sur un panier de ressources fiscales différents. Le pouvoir de lever l'impôt est dorénavant réduit depuis, vous le savez, depuis 2021, avec la suppression de la taxe d'habitation, son remplacement par une fraction de produit national de TVA, la réforme des impôts économiques et un renforcement des compensations de l'État. Tout cela n'est pas neutre et nous incite donc à encore plus être responsables dans nos choix. Notre collectivité, nos projets, nos partenariats, nos coopérations sont un tout au service des habitants et de notre territoire du Pays de l'Or. Nous nous efforçons tous, vous les élus, avec notre administration, à continuer à rendre ce territoire agréable, accueillant, solidaire, ambitieux dans ses actions et dans ses projets. Le budget est donc un document technique de gestion, il est aussi la traduction politique de nos projets, de nos ambitions. Nous ne maîtrisons pas tout, vous le savez, les réformes fiscales, l'évolution des dotations, les impacts de la crise sanitaire, les arbitrages nationaux, notamment en matière de revalorisation salariale, l'envolée des prix des matières premières, qui est conséquent en cette fin d'année. Mais nous devons continuer à garantir nos actions, et c'est ce que nous nous efforçons de faire chaque année, tout comme nous le faisons à travers ce budget 2022, qui va maintenant vous être présenté par notre vice-présidente, à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Le budget de l'agglomération est la traduction de nos décisions, de nos actions au quotidien et de nos investissements. Permettez-moi d'attirer notre attention sur quelques chiffres sur les grandes masses 2022 et de pointer les principales actions nouvelles ou ajustées.
Le BP 2022, c'est un budget global consolidé de 114,3 millions d'euros, dont 93 millions d'euros sur la section de fonctionnement et 21,3 millions d'euros sur la section d'investissement. La baisse en section de fonctionnement intègre à la fois la progression constatée sur le budget principal et le budget des déchets, de plus de 2,1 millions, et la diminution des crédits inscrits sur les budgets annexes des zones d'activité des JAS et des portes de l'aéroport. C'est également un budget qui intègre des investissements qui sont chiffrés à 15 millions d'euros. La note budgétaire sur ce point vous présentez les détails. Au niveau des charges, plusieurs évolutions sont intégrées. La progression globale des frais de personnel sur 2022 de 4,2%, progression qui tient compte de la croissance des activités, des charges liées aux différents protocoles sanitaires, des décisions nationales sur l'évolution des bas salaires et de la mise en place de nouveaux services, avec notamment les accueils des espaces France Service, les conseillers numériques chargés de mission pour le projet alimentaire territorial également, et l'ALP mis en place sur l'école des Garrigues. La progression du coût de l'entretien du Lido, la progression de l'activité de la restauration collective et des accueils périscolaires, mais aussi les actions inscrites dans le projet alimentaire territorial ou encore la progression prévisionnelle du FPIC. La poursuite de l'allocation de véhicules de collecte des déchets sur l'année 2022 enfin. Au niveau des recettes, la progression modérée de la fiscalité dans l'attente d'une meilleure visibilité sur la consolidation de la réforme fiscale, un ajustement de l'attribution de compensation pour la commune de Moguio, des recettes extérieures nouvelles en financement des nouvelles actions, le PAT, les espaces France Service dont je vous parlais, le conseiller numérique. Un budget de déchets toujours construit sur un taux de TEOM à 9%. La stabilisation des dotations de l'État en attendant les notifications en avril 2022. La stabilisation des recettes de VT dans l'attente également de plus de visibilité. Enfin, des financements extérieurs prévisionnels par emprunt limités à 4 millions d'euros. Par ailleurs, sur l'encours de dette, il a diminué de 2,8 millions d'euros entre 2020 et 2021 pour passer de 41,6 millions d'euros à 38,75 millions d'euros. Enfin, l'épargne prévisionnelle reste stable sur la plupart des budgets. Ce niveau dépendra bien évidemment de nos recettes fiscales pour 2021. En synthèse, le projet de budget qui vous est proposé d'approuver pour 2022 reste ambitieux et maîtrisé, conforme à nos orientations, mais connaît un certain nombre d'incertitudes sur nos ressources fiscales, sur les dotations et sur nos charges. Nous poursuivons nos efforts de gestion et d'imagination pour maintenir au mieux nos marges de manœuvre et nos actions, mais nous devons être tous vigilants pour l'avenir, compte tenu d'un environnement fiscal, économique et sanitaire qui demeure incertain. Je vous propose à présent de procéder à un vote global pour chacun de ces 9 budgets, dont les montants par section sont établis comme suit. Le budget principal pour un total de 70 135 374 euros. Celui des déchets, 13 766 840 euros. L'eau potable, 6 661 840 euros. L'assainissement, 10 182 162 euros. Les transports, 3 629 679 euros. Les piscines, 5 287 500 euros. L'aérodrome, 149 077 euros. Les portes de l'aéroport, 4 381 431 euros. Les JAS, 60 000 euros pour un total de 114 253 903 euros. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-Présidente. En tout cas, moi je voudrais à votre nom à tous remercier, féliciter Sophie Crampagne pour le travail qu'elle a réalisé avec notre directeur général des services, notre directeur d'administration Gabriel Bouscarin, l'ensemble de nos services ressources pour l'élaboration dans ce contexte que vous connaissez, éminemment difficile. Dans toutes nos communes, nous connaissons les difficultés inhérentes à la situation. Mais merci Madame la Vice-Présidente pour ce travail effectif et la présentation de ce budget pour l'année 2022. Le débat est donc ouvert. Monsieur Bourguet. Oui, j'ai une question, c'est par rapport au budget transport, parce que j'ai l'impression en lisant les tableaux que, entre guillemets, le transport il s'est équilibré tout seul, il s'est quasiment autofinancé, hein, si j'en crois les chiffres. Est-ce que ceci peut être dû à l'apport, par exemple, du Crédit Agricole sur le territoire, qui est venu avec 700 employés? Quel a été l'impact justement de l'apport dans la zone de l'aéroport sur le budget transport? Voilà, c'était un peu ça ma question.
Et dans les dépenses, il y a subventions et participations, presque 300 000 €. Je voulais savoir ce que c'est, parce que c'est quand même un chiffre important. Merci Monsieur Bourguet. Si vous voulez d'autres questions, on va prendre toutes les questions. Pas d'autres questions, donc Monsieur Nel sur les transports. Alors, la première c'est facile, la seconde il faudra que vous me reprécisiez aussi, hein, parce que je l'ai plus en tête. Hein. Alors que le budget de transport c'est financé par le versement transport. C'est la principale ressource, hein, le VT. Le VT est plafonné sur notre territoire, c'est-à-dire qu'on le taux applicable aux cotisations, en gros c'est une cotisation URSSAF en fait le versement de transport, donc le taux de VT est plafonné à 0,8% de la masse salariale. Donc le VT il se situe depuis 2, 3, 4 ans aux alentours de 2,4 millions, 2,6 millions. Hein, donc en gros c'est l'employabilité sur le territoire qui fait les recettes de VT. Le VT bouge un petit peu parce que l'État réforme, hein, puisque c'est au-delà de 9 salariés pour l'ensemble des établissements, alors qu'ils soient publics et privés. Donc, ça veut dire que quand le territoire accueille de nouveaux établissements, et des établissements importants, les ressources de versement de transport vont augmenter. Il y a toujours un décalage entre l'installation et le versement. Donc aujourd'hui, on n'a pas vu, en tout cas, alors, il y a un double phénomène, c'est-à-dire qu'on aurait dû, en tout cas, constater sur les années 2021 une baisse de ressources de VT. Alors, l'année 2021 n'est pas encore tout à fait consolidée. Et ces ressources de VT, aujourd'hui, on ne voit pas trop la baisse. Alors, est-ce que cette non-baisse est liée à, à un maintien de l'activité, tous les accompagnements qui ont été faits par l'État, hein, notamment pour les entreprises, alors les petites, mais aussi pour les moyennes, ou est-ce que c'est lié à une baisse d'un côté, une progression des entreprises qui percent moins de VT, en tout cas des nouvelles entreprises qui arrivent. Donc ça, on le verra quand on pourra consolider l'année 2021. Ce qui est certain, c'est que quand il y a des apports d'entreprises sur le territoire, il y a une progression du VT. Alors, on l'a constaté, hein, puisqu'il y a quelques années, on était aux alentours de 2 millions, et progressivement, c'est monté. Donc, je ne sais pas répondre à votre question, mais c'est certain qu'on aura un apport, et quand on aura l'apport, on pourra vous donner quelques éléments. Alors, là aussi, toute chose égale par ailleurs, puisque les administrations sociales, les administrations fiscales, pendant très longtemps, les données relatives à la fiscalité des entreprises, elles ont été peu transparentes, hein, puisque bon, voilà, il y a aussi des règles internes. Donc aujourd'hui, on a accès à un peu plus de données, plus d'ingénierie, donc on pourra le faire. Et la seconde question, je ne sais plus, c'est toujours sur le. En fait, dans le petit tableau résumé qui est dans l'ordre du jour, sur les dépenses pour le budget transport. Vous pouvez me donner la page, s'il vous plaît, comme ça page 280. 280, alors je disais. « 280, subventions et participations. Ouais, d'accord, sur le budget de transport. Donc, ouais, c'est ça. Alors, c'est au niveau des charges, hein, c'est ça. Donc, l'activité de transport, donc on a l'agglomération après la compétence en 2012, après ça a été accentué en 2014. Et une partie de la compétence, on l'a redéléguée au syndicat mixte Aérotransport. Et la compétence qui a été redéléguée, c'est la compétence des transports scolaires, des transports interurbains. Donc Aérotransport sur notre territoire organise l'activité de transport scolaire. Et pour financer cette activité de transport scolaire, il fait appel à des cotisations, de contributions. Et donc le montant de dépenses qui est affiché dans cette ligne, c'est le montant annuel de la contribution qui est versé au syndicat mixte Aérotransport. Alors, il y a sûrement d'autres choses au détail, mais la principale dépense, vous le verrez, après on a un rapport. On délibère 2 fois sur les contributions au syndicat mixte. Donc l'avance qu'on fait en début d'année, c'est un rapport suivant. Et ensuite, souvent au mois de février ou au mois d'avril, on délibère sur le montant annuel de la contribution au syndicat mixte. Voilà. Merci. Voilà, on a répondu à vos questions. Monsieur Parmentier. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très très court sur ce BP. Moi, je regrette que nous, l'année de plus, il n'y aura pas de bus entre Moguio et Carnon. Je regrette que cette ligne ne soit pas mise en place. Je pense qu'elle est très importante, pas seulement pour la commune de Moguio-Carnon, mais aussi pour le Pays de l'Or. Et je le regrette.
Merci, M. Parmentier. Si vous voulez bien, donc je propose d'adopter ce budget de l'année 2022. Le vote est donc ouvert. Je vous remercie. Donc, le budget est adopté par 41 voix, un vote contre et 3 abstentions. Donc, merci, chers collègues, pour cette adoption. Nous passons au rapport suivant qui concerne les charges de structure pour l'année 2022. Rapporteur, M. Bernardet. Oui, merci, M. le Président. L'ensemble des services de l'agglomération bénéficient de prestations communes correspondant à des services partagés, aux frais de gestion des équipements communs et aux ressources humaines mutualisées. Il est proposé de répartir ces charges de structure entre le budget principal, les budgets annexes et le budget autonome du SIAS sur la base des clés suivantes. Concernant l'administration générale, temps passé par les services mutualisés au bénéfice de chaque budget et pondéré par la masse salariale. Concernant le parc auto, coût de la flotte automobile affectée à chaque service, pondéré autour des frais de main-d'œuvre, des fournitures d'entretien des véhicules et des frais de carburant. Pour 2022, le montant de la répartition des charges de structure sont résumés dans le tableau joint. Le montant total des charges de structure s'élève à la somme de 6 020 724 €. Le conseil d'agglomération est donc invité à adopter le montant et la répartition des charges de structure pour 2022 conformément au tableau ci-dessus. Merci. Merci, M. Ray. On propose d'adopter cette répartition des charges de structure. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Merci pour cette unanimité. Nous passons au remboursement des frais 2022 pour le CIAS. Rapporteur, M. Guy Reverbel. Merci, M. le Président. Bonsoir tout le monde. Donc, le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, est un établissement public rattaché au Pays de l'Orne mais disposant d'une structure juridique distincte et d'un budget autonome. Une convention cadre de mutualisation formalise ces relations. Il est proposé d'arrêter le montant des remboursements de frais, vous avez le tableau donc en page 297, entre la communauté d'agglomération et le CIAS du Pays de l'Orne, sur la base de ces montants-là. 535 056 et 28 151 €. Monsieur le Président, on peut adopter, oui, s'il vous plaît. On peut adopter le montant, si vous le voulez bien. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Merci pour cette unanimité. Nous passons à la refacturation interne dans le cadre du budget annexe des transports et à la contribution du budget principal pour l'année 2022. Rapporteur Mme Sonia Marguerite. Merci, Monsieur le Président. Le budget annexe des transports regroupe l'ensemble des activités de transport urbain de l'agglomération. Il est financé par le versement transport et les recettes des usagers. Ce budget intègre également en dépenses les transports réalisés en régie pour les besoins propres à l'agglomération. Le montant de ces dépenses, sur la base des kilomètres parcourus et des temps de conduite des agents, s'élève à la somme de 509 329 € pour l'année 2022. Il convient de prendre en charge cette dépense sur le budget principal de l'agglomération. Le conseil d'agglomération est invité à verser une contribution de 509 329 € au titre de l'année 2022 au budget annexe des transports. Merci Mme Marguerite. On propose donc d'adopter cette délibération, ce budget annexe. Le vote est ouvert. Quelqu'un n'a pas voté, qui a oublié de voter. Voilà, vote unanime. Merci beaucoup. Nous passons à la contribution d'équilibre avec les budgets annexes des piscines et le budget autonome du CIS. Rapporteur Mme Monique Bouisserin. Merci, Monsieur le Président. Le budget annexe des piscines et le budget autonome du Centre intercommunal d'action sociale font apparaître un déficit sur l'année 2022 qui convient d'équilibrer par le versement d'une contribution du budget principal. Ce besoin est justifié par des contraintes de service public sur l'accueil des scolaires pour les piscines et des offres d'activités à destination des aînés pour le CIAS. Concernant le budget autonome du CIAS,
La contribution d'équilibre vient financer les activités d'accompagnement social des personnes âgées et les actions de remise en forme du budget principal du SIAS et de son budget annexe non financé par les bénéficiaires. L'Assemblée pourrait autoriser le versement de ces contributions d'équilibre dans la limite des montants inscrits au budget 2022, soit budget annexe piscine pour un montant de 3 300 000 €, budget autonome SIAT qui se décompose par le budget principal SIAS pour un montant de 441 552 € et le budget annexe des aides à domicile pour un montant de 29 920 €. Le Conseil d'administration est invité à autoriser le versement des contributions d'équilibre 2022 au budget annexe des piscines, au budget autonome du SIAS et au budget annexe aide à domicile dans la limite des montants indiqués ci-dessus. Merci Madame Boussorin. Donc, je vous invite à adopter ces contributions d'équilibre. Oui, Monsieur Bourguet. Oui. Il me semblait que, je ne sais pas par rapport à la délibération qu'on avait eue avant, il ne fallait pas rajouter les 1,9 million à cette somme. Alors, là, on est sur le prévisionnel 2022. Tout à l'heure, on parlait de 2021. Et je me permets, pour compléter mes propos tout à l'heure, donc dans les 290 000, il y a deux sommes. Donc la contribution au syndicat mixte Aérotransport, mais également la somme prévisionnelle qui est inscrite pour les subventions pour l'accompagnement des usagers à l'acquisition de vélos électriques. L'aide pour les vélos. D'accord. Bien, je propose donc d'adopter ces contributions. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc, vote unanime ou moins une abstention. Nous passons maintenant, justement, on en parlait tout à l'heure, à la participation au fonctionnement du syndicat mixte Aérotransport. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Jean-Louis Gomez. Merci, Monsieur le Président. L'agglomération est membre du syndicat mixte Aérotransport, dont la compétence est financée en partie par les contributions des collectivités adhérentes. À ce titre, le Pays de l'Or verse deux contributions. Une subvention complément de prix et une subvention équilibre au titre du déficit d'exploitation du service public de transport. Pour l'exercice 2022, le montant des contributions n'étant pas encore arrêté, il convient d'autoriser le versement d'acompte dans la limite de 50% des montants inscrits au budget 2021. Christophe Bell nous a éclairé tout à l'heure sur le principe de ces deux contributions. Le conseil d'agglomération est donc invité à verser au syndicat mixte au titre de l'année 2022 des acomptes sur la subvention complément de prix dans la limite cumulée de 11 000 €, verser à ce même syndicat mixte au titre de l'année 22 des acomptes sur la subvention d'équilibre dans la limite cumulée de 74 835 € et enfin d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc voilà, je propose donc de voter cette contribution. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Donc, un vote unanime. Je vous en remercie. Nous passons maintenant à la tarification de la restauration collective pour l'année 2022. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Jean-Luc Bouscarin. Alors, le coût d'un repas intégrant en charge de production et de distribution lié à l'encadrement des enfants pendant le temps méridien dans un coût moyen de production et de distribution du repas évalué à 7,42 en 2019. 2019 est considéré comme une bonne référence. 2020 ne pourra être pris en compte. Pour la demi-pension des collèges de Temps de l'Or Philippe Lamour, il est proposé un tarif de repas maintenu à 3,75 et un tarif de repas occasionnel à 4,75. Pour la restauration scolaire élémentaire et maternelle, de maintenir le tarif 2021 à 3,75 et le tarif de repas majoré, car non réservé, à 5,60. Il est proposé d'appliquer pour les autres catégories d'usagers la même évolution que pour la restauration scolaire et donc de maintenir les tarifs 2021. Pour la restauration à domicile du SIAS, il est proposé d'appliquer la même règle en 2022 avec les tarifs suivants: 7,50 pour un déjeuner, 2,80 pour les repas du soir, ceci n'étant distribué que si le déjeuner est pris. Les frais de livraison ne sont pas comptabilisés. Le conseil d'administration est donc invité à valider le maintien du tarif de la demi-pension pour l'année 2022, valider la création des autres tarifs pour 2022, autoriser le président ou le vice-président à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je propose d'adopter cette tarification qui ne modifie pas les tarifs de l'année précédente. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Merci pour l'unanimité. Nous passons à la modification du tableau des effectifs. Monsieur le Vice-président Anthony Melin. Lors de chaque conseil d'agglomération, vous est présenté le tableau des effectifs de l'agglomération. Il représente la photographie de la liste des emplois et des grades occupés par les agents titulaires ou contractuels sur emploi permanent au moment où il est présenté. Ce tableau apporte de la cohérence globale et de la lisibilité dans le suivi des emplois et plus globalement dans les organisations. Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, transformation et suppression de certains emplois. Au 1er janvier, il est proposé la création d'un poste et la suppression simultanée de 2 postes. Le comité technique a émis un avis favorable. Le tableau des effectifs est joint en annexe. Le conseil d'agglomération est invité à modifier le tableau des effectifs conformément aux dispositions citées en annexe. Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose d'adopter cette modification du tableau des effectifs. Le vote est ouvert. Il reste 3 non-votants. Regardez si vous avez bien voté. Voilà. C'est un vote unanime, moins une abstention. Merci. Rapport suivant, c'est le dispositif de signalement d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral, sexuel, d'agissement sexiste. C'est d'actualité, si je puis dire. Le rapporteur, notre vice-présidente, Mme Sophie Crampagne. Merci, Monsieur le Président. La loi de transformation de la fonction publique est venue renforcer la lutte contre les diverses formes de violence, discrimination, harcèlement et sexisme. Dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie ressources humaines, l'agglomération propose un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif obligatoire permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. La procédure du dispositif et le lexique définissant les termes abordés sont joints en annexe. Le comité technique a pris acte de l'information. Aussi, le conseil d'agglomération est invité à valider le dispositif de signalement ainsi présenté et d'autoriser le président ou la vice-présidente déléguée à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'ajouter la qualité du travail qui a été mis en œuvre et la précision avec laquelle voilà, ce dispositif a été mis en place, le lexique qui est joint en atteste, qui permet à chacun de s'en emparer. Et nous sommes au début de la déclinaison de ce processus qui va être porté à la connaissance de l'ensemble des agents de la collectivité dès la rentrée 2022. Merci. En effet, vous avez raison de signaler ce travail important et qualitatif réalisé. Je propose donc d'approuver ce dispositif, mes chers collègues. Le vote est ouvert. On sent que vous êtes fatigué là, à la fin, tout siffle le vote. Il reste un non-votant. Voilà, vote unanime. Merci beaucoup pour elles et eux qui ont travaillé sur ce dispositif. Dernier rapport, nous arrivons donc à la fin de ce conseil, c'est la charte d'utilisation des moyens informatiques et numériques, et le rapporteur est notre vice-président, c'est Alain Hugues. Merci, Monsieur le Président. Les attaques informatiques au sein des collectivités territoriales n'ont de cesse de progresser en nombre, en efficacité et en complexité, avec des conséquences parfois dramatiques. La sécurité du numérique est donc un enjeu qui doit être partagé par l'ensemble des utilisateurs de la collectivité. Dans cette perspective, une charte d'utilisation des moyens informatiques et des outils numériques a été élaborée. Véritable outil pour favoriser la prévention des incidents et attaques informatiques par l'application de réflexes simples, cette charte se veut avant tout un document d'information et de référence. Les membres du comité technique ont pris acte des informations. Le conseil d'agglomération est invité à valider la charte informatique ainsi présentée, autoriser le président ou la vice-présidente déléguée à signer toute pièce et à intervenir dans cette affaire. C'est en effet là aussi un sujet fortement d'actualité avec de nombreuses cyberattaques dont sont victimes
des administrations, mais aussi des entreprises. Et récemment, un certain nombre de grandes entreprises de notre département ont été victimes de ces cyberattaques. Donc, l'utilité de cette charte et de mairie, oui, que vous avez été attaqué. Bien, je propose donc d'adopter cette charte. Le vote est ouvert. Encore. Voilà, le vote est clos. Merci pour cette unanimité. Donc, nous avons achevé l'ensemble des délibérations qui devaient être présentées ce soir. Je vous remercie. Chers collègues, le prochain conseil d'agglomération aura lieu le mercredi 16 février, ici même dans cet amphithéâtre. Et puis, je ne suis pas en mesure de vous confirmer la tenue ou non des vœux de l'agglomération. Compte tenu du contexte, les vœux avaient été programmés le 20 janvier. Nous adapterons à la situation au moment nécessaire. On verra en début janvier quelle sera l'évolution de la pandémie. Mais bien entendu, vous serez tenu informé de la tenue ou non des vœux de l'agglomération. Mais s'ils étaient tenus, ce serait dans un format sécurisé, certainement sans buffet, comme on a l'habitude d'avoir dans les présentations de vœux. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de Noël. J'insiste sur le mot Noël, parce que décembre, ce sont les fêtes de Noël, et des belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous propose donc, dans des conditions de